Bonjour à tous. Merci d'être venus du coup à notre conférence à propos de la supply chain. Aujourd'hui, le thème, c'est comment réussir à rendre nos supply chains autonomes et résilientes. Et tout ça dans un contexte qu'on va appeler permacrisis, qui est devenu le nôtre. C'est une découverte pour personne. On est dans un monde où il se passe toujours beaucoup de choses qui nous déroutent. Contexte géopolitique, contexte climatique, contexte social, inflation permanente. En fait, les enjeux de la supply chain dans tout ça, c'est plus tellement d'être efficace opérationnellement, mais la supply chain devient vraiment une priorité stratégique dans ce monde pour s'adapter en permanence. Dans cette table ronde, on va essayer de sortir des approches traditionnelles de la supply chain et de nous poser la question sur finalement qu'est-ce que l'intelligence artificielle va réellement changer dans notre monde, dans notre supply chain, qu'est-ce qui va pouvoir être possible et qui ne l'était pas avant. Donc pour ça, on va repartir de ce qui est compliqué à faire aujourd'hui, enfin de ce qui existe dans notre supply chain d'aujourd'hui, avec tous les outils qui existent déjà, comme les control towers, le pilotage des risques, les plannings intelligents. Mais finalement, qu'est-ce qui nous empêche de les exploiter de manière résiliente aujourd'hui ? Le fait que les cycles de planning sont toujours très longs, toujours en attente de décisions humaines et surtout très coûteux à l'achat et très coûteux à maintenir. On va du coup se demander comment les 3 grandes disruptions des AI vont permettre d'aborder cette supply chain complètement différemment. Les 3 ruptures dont on va vous parler, ce sont les ruptures amenées par l'agentic AI, le fait de pouvoir contextualiser, de pouvoir avoir beaucoup plus de rapidité à contextualiser l'information qui nous arrive, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir simuler plusieurs options de manière beaucoup plus rapide qu'avant. La deuxième rupture qu'on va évoquer, c'est celle du physical AI. Et la troisième rupture, c'est celle de pouvoir finalement concevoir une application, un système d'information, un software en un rien de temps et de manière beaucoup plus rapide qu'avant. Du coup, la question pour la supply chain ne sera plus tellement à l'avenir comment mieux prévoir et comment avoir une bonne vision de ce qui se passe, mais sera est-ce que je prends la décision le plus vite possible ? Est-ce que j'ai vite pris ma décision ? Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Et est-ce que j'ai agi aussi vite que ce que j'aurais pu avec toutes les infos dont j'ai à disposition ? On ira plus loin aussi en se demandant finalement quels sont les impacts sur les operating models des supply chains qu'on connaît. Qu'est-ce que ça va changer dans nos métiers ? Quels sont les métiers qui vont disparaître ? Quels sont les nouveaux métiers qui vont devoir être créés ? Et également, comment gérer les histoires de confiance que cela va générer ? Il va y avoir des nouveaux challenges qui vont venir du fait de ces ruptures liées à l'intelligence artificielle. Comment on va les gérer, ces nouveaux challenges ? Et comment on peut s'y prendre pour faire un pas déjà aujourd'hui vers demain. Je suis Véronique Rollin, Managing Director chez Accenture. Ça fait 25 ans que je suis au service des industriels pour optimiser les supply chains, pour améliorer les façons dont on surveille les suppliers, dont on les fait monter en cadence. Également, comment on améliore la supply chain interne, donc les systèmes industriels en interne pour produire toujours plus vite, à moindre coût et en meilleure qualité. Je suis plus spécifiquement dédiée depuis toujours à l'aéronautique et j'ai notamment accompagné Airbus dans la constitution de son système de surveillance de la supply chain au moment du ramp-up de l'A320. Et on les accompagne toujours à ce jour à ce sujet. Je suis accompagnée aujourd'hui par Céline. Oui, bonjour à tous. Donc Céline Dumas, moi je fais aussi partie des équipes d'Accenture au sein de la practice des achats et de la supply chain. Ça fait maintenant une 15aine d'années que je travaille sur ces sujets, sur des gros projets de transformation.
pour accompagner les clients à se transformer et notamment développer une spécialité autour de la transformation digitale et puis maintenant à l'ère de l'IA. Moi, effectivement, mes spécialités, c'est plus dans les industries consumer goods et retail, donc en complément de Véronique qui, elle, est plus industrielle. Donc on parlait de perma-crisis et du fait que ça perturbe énormément notre monde aujourd'hui. Ce qui change avec ces crises permanentes, c'est pas tellement leur intensité. Alors oui, elles sont plus intenses qu'avant, plus fréquentes qu'avant, mais c'est pas tellement ça qui fait que la supply doit absolument s'adapter. C'est plutôt le fait que toutes ces crises sont combinées entre elles, ont une influence l'une sur l'autre et qu'elles sont surtout imprévisibles. En fait, on apprend à chaque crise des nouvelles choses et on a du mal à reproduire les vieilles recettes qui ont marché pour la crise précédente à la nouvelle crise qui nous arrive, parce qu'à chaque fois, c'est nouveau. Il n'y aura pas de retour à la normale. Il va falloir qu'on s'y habitue, il va falloir que nos supply chains s'y habituent. Maintenant, le nouveau normal, c'est l'instabilité de manière structurelle. Donc nos supply chains, il faut qu'elles soient adaptables de manière structurelle. Parce qu'elles ont de toute façon à garder cet équilibre qui est hyper difficile à trouver entre maintenir les coûts, maintenir le niveau de service, maintenir la disponibilité des produits, maintenir le CO2. Tout ça, ça pose sur la supply chain. Alors, aujourd'hui, des solutions existent. Ça fait très longtemps qu'on s'attaque tous à la résilience de la supply chain. On a tous implémenté chez les industriels, tous les industriels ont essayé de se doter de digital twin, de control tower, sont dotés de systèmes qui leur permettent d'assesser les risques, de surveiller leur supply chain. Mais tout ça a un coût énorme à l'entrée. C'est un investissement colossal en entrée, mais c'est surtout un effort continu, magistral, pour les mettre à jour. Prenez l'exemple d'un système de cartographie multi-tier d'une supply chain, de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Pour peu qu'on ait investi dans un système de digital twin multi-tier, après, de manière à ce qu'il soit efficace et ce qu'on puisse réellement piloter les risques multiniveaux de cette supply chain, il faut le maintenir en temps réel, en permanence. Et comment réussit-on à avoir la bonne capacité installée chez le bon fournisseur au bon moment, mesurer le bon risque, le corréler au bon moment et avoir toujours cette update d'informations. En fait, on y arrive, mais à des prix colossaux. Donc l'enjeu demain, c'est réussir à piloter ces risques, mais à moindre coût. Voilà. Et donc, c'est là où l'IA peut un peu changer la donne et adresser un certain nombre de ces limitations, de ces solutions existantes. Alors, pas en ajoutant un énième outil dans un landscape applicatif qui est déjà assez complexe, mais en amenant 3 grandes ruptures qui changent un peu la manière dont on pourrait penser et piloter demain une supply chain. La première rupture, c'est ce qu'on appelle l'intelligence decision. C'est tout ce qu'on a entendu autour de l'IA générative et l'IA agentique. C'est cette capacité de l'IA à comprendre des données non structurées qui sont aujourd'hui souvent un peu dormantes dans nos systèmes, dans des contrats, dans des nomenclatures, dans des choses qui sont mal exploitées parce que textuelles et complexes à modéliser ou mettre dans des logiques de calcul. Et l'IA agentique qui, elle, a cette capacité de raisonnement. Et c'est là où on a un réel breakthrough, c'est d'imaginer en fait, comme on le voit, quand on discute avec notre chat GPT, on le voit réfléchir. Il va prendre une question ou un problème, le décortiquer en sous-problèmes, en sous-éléments, aller chercher l'information et fournir une réponse. Et toute cette boucle qu'on ne voit pas, c'est ce raisonnement agentique qu'il faut arriver à maîtriser. On le voit dans notre quotidien, mais c'est un peu difficile à projeter sur nos processus industriels ou métiers. Mais ce raisonnement par objectif et cette capacité à, de manière autonome, à aller chercher l'information pour informer et appuyer la décision. Et c'est là le réel changement.
Deuxième rupture, c'est l'IA physique. Et maintenant qu'on arrive à, finalement, avec l'IA, faire communiquer le monde virtuel et le monde physique. Et là, des cas d'application sont nombreux dans la supply chain, notamment sur les sujets logistiques, mais pas que, où le jumeau numérique ne devient pas une simple représentation du réel, mais une manière de piloter le réel, avec des assets pilotables, des AGV, des robots, qui, par des capteurs, on peut les piloter et ils naviguent dans un espace réel, mais par le digital. Et c'est là où l'IA fait un vrai changement aussi dans cet univers-là. Troisième rupture dont on va parler, c'est ce qu'on a appelé Composable AI. C'est d'une nature complètement différente là, des deux précédentes, puisque là, on n'impacte pas le processus métier supply chain, mais la rapidité et l'agilité dans laquelle on va créer de l'applicatif avec de l'IA. Et je pense que vous avez probablement peut-être entendu, ou voire même testé des plateformes de vibe coding, de low code, no code. Vous avez probablement entendu pas mal de buzz autour de Cloud Code, où en poussant effectivement le concept de dire qu'on peut développer une petite app ou un applicatif en 5 minutes. Bon. La tendance ou le buzz étant là, c'est de se dire qu'il y a un réel changement dans la manière où on pourrait imaginer des petits applicatifs pour appuyer nos process et des décisions au moment clé. Ça ne se supplée pas à des solutions qui existent aujourd'hui comme les ERP, il en faut toujours, les core solutions resteront là, mais c'est comment on crée cette couche d'orchestration de manière rapide avec de l'IA pour l'IA. Alors si on zoome sur la première disruption, qui est peut-être celle dont on a parlé le plus avec le Gen AI et l'Agentic AI, mais qui est peut-être celle c'est le plus complexe finalement d'arriver à se projeter dans la manière où on pourrait l'appliquer au sein des entreprises. L'idée de ce schéma, c'est un peu de représenter une entreprise étendue, enfin une supply chain étendue de manière très simplifiée, mais l'IA, effectivement, agentique et Generative AI va déjà, au sein d'une entreprise, aux bornes de l'entreprise, aider à mieux piloter l'ensemble des flux et à faire sens de tout un tas d'informations. Comme je le disais précédemment, le Gen AI va aller nous permettre d'aller chercher de l'info textuelle qui sont un peu dormantes dans des contrats, dans des BOM, dans des specs fournisseurs qu'on exploite mal, parce qu'aujourd'hui, on n'exploite que des données structurées qui sont dans des systèmes, des volumes, des stocks, des signaux de demande, et qui aujourd'hui ne sont pas corrélés ou vérifiés par rapport à effectivement ces données textuelles qui sont mal exploitées. Et l'IA agentique qui arrive par-dessus, qui est capable de coordonner et de faire sens de l'ensemble de ces données pour permettre de répondre à un besoin et de prendre une décision, ou d'appuyer une décision. Et c'est la vraie rupture avec nos systèmes actuels, qui sont plus dans des logiques de j'ai une alerte et je remonte l'alerte. Je pense qu'on est dans les control towers, on est tous noyés par le nombre d'alertes, mais on n'est pas capable effectivement de faire vraiment sens de celles qu'il faut traiter. C'est là où l'IA peut arriver à faire un premier filtre d'analyse d'impact, de proposition de résolution, etc. Un exemple très concret, si vous notez par exemple une tension capacitaire dans votre production, ça va forcément impacter votre supply chain et votre planning. Aujourd'hui, ça va être de se poser la question, quels sont mes encours, mes commandes clients, mes commandes ouvertes, quels clients je dois reprioriser, où sont mes stocks, est-ce que je vais faire transfert. Tout ça, c'est à la main, beaucoup d'équipes, de coordination et d'efforts. Et souvent, ça prend des jours, voire même des semaines, à essayer de trouver une solution, alors qu'on veut de la réactivité. Là, on imaginerait que l'agent soit autonome. Alors, il lui faut le bon terrain de jeu technique, mais qu'il soit autonome à aller chercher ces informations pour les croiser et former une première réponse à ces problèmes capacitaires. Et on peut multiplier les exemples. Je trouve qu'il y a un exemple intéressant, c'est... je pense que on parlait de permacrisis, c'est des crises qui arrivent. Quand une disruption survient, il y a une cellule de crise qui se monte, il y a plein de personnes autour de la table, et c'est beaucoup de petits ajustements dans des systèmes à côté, dans Excel. Là, pourquoi pas imaginer, et sous accord avec le fournisseur, mais en fait, qu'il y a pourquoi pas un agent chez le fournisseur qui dialogue avec l'agent de l'entreprise pour essayer d'échanger des informations de stock et de effectivement discuter quelle serait la meilleure option pour la filière.
Parce qu'on voit bien que dans les phases de disruption, on a un peu de cannibalisation et de surstock qui crée des effets un peu bullwhip qu'on a du mal à maîtriser. Une deuxième révolution qui est plus sur l'aspect sur la demande, alors qui est plus dans mon domaine de consumer goods, c'est ce qu'on appelle l'agentic commerce. Je pense que si ce n'est maintenant ou voire bientôt, demain on va pouvoir passer commande via un agent. Si demain je veux changer de tenue, j'ai une tenue qui me plaît bien, je vais prendre l'image et dire à ChatGPT, fais-moi un panier avec cette tenue. Si demain les systèmes d'offres ne sont pas ouverts à ce que l'agent puisse sélectionner une tunique bleue comme je la voudrais chez Zara, il va aller chez H&M ou un autre parce qu'il a permis d'ouvrir son offre et ce canal d'achat. Et ça va être des typologies de signaux de demande complètement différents qui vont aussi avoir un impact sur la fluctuation et la volatilité des signaux qu'on va devoir aussi capter et interpréter. Donc c'est vraiment un sujet qui est fascinant, qui bouge beaucoup, la maturité évolue. Alors il y a des choses concrètes qui se développent. Là on rêve un peu de la supply chain de demain qui de bout en bout se parle, mais on voit des choses assez concrètes et notamment on a développé pour un grand industriel pharmaceutique une plateforme de visibilité sur les inventaires et on y a ajouté de l'agentic AI par-dessus. Donc là on va changer d'écran parce que Accenture ne nous permettant pas d'intégrer des vidéos dans les PowerPoints, on a dû... Voilà. Donc je vais vous faire la voix off. Donc c'est une plateforme qui a été développée. Donc sur le principe, c'est une plateforme de visibilité des inventaires au travers de leur marché et leur SKU qui, sur le principe, est assez simple, qui permet de monitorer effectivement les volumes de stock par typologie de SKU. Mais on y a adossé en fait des agents qui sont capables de naviguer et de faire sens de la donnée qui est matérialisée sur cette plateforme. Il y a un premier agent qui va en fait monitorer tous les signaux faibles où il va y avoir des écarts. On va commencer à avoir tendance à un surstockage ou des erreurs de forecast accuracy qui pourraient en projeter conduire à du surstockage ou alors des ruptures de stock. Aujourd'hui, le planeur, il doit en fait... Il n'est pas capable de continuellement monitorer les écarts demande-forecast ou de mesurer ces évolutions de stock. Donc c'est cet agent qui le fait en continu et quand il voit des déviations, va du coup qualifier l'impact que ça pourrait avoir et faire des recalibrages de paramètres de planning. Ce qu'un planeur ne pourrait pas faire si à chaque fois qu'il y a un micro-changement, de reparamétrer. Aujourd'hui, on a des paramètres qui sont assez figés, qui sont figés dans des cadres de cycle SNOP et SNOI. Là, on est dans un ajustement continu. Et donc, c'est cet agent de recalibration qui va tester tout un tas de paramètres de changement, fréquence de commande, des safety stocks, etc., pour voir quelle va être la meilleure solution pour optimiser le niveau de service, de refaire tourner le modèle et ensuite de le lancer. Et là, on voit toute la traçabilité en fait, de ce que va faire les agents. Donc, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une black box. Il y a un agent qui fait toute la traçabilité de ce qu'ont fait chacun des agents. Donc là, il y a le premier agent qui a détecté le signal, les changements de signaux. Ensuite, il va le passer à l'agent de recalibration qui va tester effectivement quels paramètres il va falloir ajuster. Là, il détecte que c'est plutôt un paramètre de safety stock pour de le réduire pour éviter une tendance au surstockage. Ils vont refaire tourner le modèle planning pour faire une analyse effectivement du planning et de ce que ça implique. Et ensuite, il y a un agent de décision qui explique ce qu'il a fait. Et là, ils sont autonomes sur des petits micro-changements. Quand il y a des grosses variations, l'agent simplement informe et c'est là le planeur qui, lui, doit décider à arbitrer quand on est sur des gros impacts. Voilà, ça c'était un exemple assez concret. On peut du coup rebasculer sur la présentation, merci, qui montre un petit peu aux bornes de l'entreprise qu'on pourrait imaginer avec de l'agentique sur des processus supply chain. Alors, l'exemple était en consumer goods.
Mais on peut tout à fait imaginer ce genre d'exemple dans le monde industriel, où là, l'enjeu n'est pas juste seulement d'essayer de minimiser à tout prix tous les stocks, mais aussi d'anticiper les potentiels manquants qu'il pourrait y avoir, et donc en avance de phase, d'être capable d'augmenter les safety stocks à l'endroit où ça fait sens. Et ça, aujourd'hui, on est obligé d'attendre que ce soit trop tard, entre guillemets, pour réagir. Alors qu'en monitorant en continu les signaux faibles, ça nous permettrait d'anticiper beaucoup plus les crises de manquants qu'on subit beaucoup en aéro. La deuxième rupture dont on voulait vous parler est le physical AI. Donc, en se baladant dans le salon, on en a vu beaucoup des cas de physical AI. Ça devient réellement... ça devient une réalité. Jusqu'à maintenant, on vous a beaucoup parlé de supply chain comme étant des événements de planning, des événements de flux, un peu le monde virtuel. Mais dans la supply chain, il y a aussi le monde physique, la logistique, les entrepôts, les camions, les cartons, les quais, les stations de prod. En fait, l'intérêt du physical AI est de pouvoir lier les deux et de pouvoir simuler l'un avec l'autre et de pouvoir enrichir l'autre avec l'un. Imaginez-vous un entrepôt, puisque en fait, il ne faut pas se leurrer, c'est vraiment dans les entrepôts et en logistique qu'on a vraiment les premiers cas de physical AI. Ils arriveront un petit peu après pour le monde de l'assemblage. Mais en fait, imaginez un entrepôt où faire ce physical AI, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lie le jumeau numérique avec les robots, avec les AGV, les AMR, le Warehouse Management System, le système, le moteur qui va permettre de calculer la prédiction de tout ça. On lie l'ensemble et ça nous permet de rendre l'entrepôt vivant, quelque part. Et donc, on a bien le système digital qui surveille en permanence, qui regarde ce qui se passe, qui voit, grâce aux sensors, grâce aux capteurs, qui voit les niveaux de stock baisser, qui voit tous les aléas arriver. Et en contrepartie, on peut avoir un système exécutif qui s'adapte, qui interprète ces signaux, qui replanifie, qui retarde certaines choses et qui s'adapte en permanence. Ce qui fait qu'en fait, quand il y a un événement déclencheur, comme un camion qui n'est pas arrivé, comme une demande qui explose d'un autre côté, eh ben, le système s'auto-adapte en permanence. On a de plus en plus de cas comme ça. Ça devient une réalité dans beaucoup d'industries. Là, pour l'instant, chacun essaye de se faire un entrepôt autonome. Bon, on en est au début, mais ça va être the new normal, encore une fois. Troisième rupture dont on voulait vous parler, effectivement, c'est cette logique de composable AI ou de l'IA pour développer en fait des applicatifs. Et là, effectivement, on voit une vraie tendance émerger avec ces méthodologies qu'on appelle spec-driven. Et on en exploite une là au sein d'Accenture dans nos équipes Data et NEI qui s'appelle la méthodologie BIMAD, qui sont des frameworks en fait de code qui vont mirrorer une équipe de développement, une squad de développement avec un profil UX, UI, un profil data engineer, un profil qui va faire du fonctionnel aux user stories, un peu product owner, et qui va mirorer et qui va suppléer, enfin, en plus de Claude Code, va aider, sur un besoin fonctionnel partagé, créer la capacité de pied en tête. Et alors on pourrait dire c'est un exercice de design fiction. Pour l'avoir testé sur un certain nombre de plateformes ou avec Claude Code, ça marche vraiment bien. Alors c'est pas en une heure que je vais faire un produit complètement fini, connecté avec les systèmes de nos clients, mais ça montre assez concrètement et très rapidement un premier prototype, une première maquette de ce que pourrait être un support décisionnel au planeur, etc. Et de très rapidement arriver vers la solution
Et ça fait un réel changement dans la manière, déjà on pousse de l'agile, mais aussi on dialogue avec des fonctionnels, avec des métiers pour vraiment capturer leurs besoins de manière extrêmement rapide et éviter les longs cycles en V ou les contraintes du SaaS. Je pense qu'on a tous entendu le SaaSpocalypse qui est en train de se passer. Il y a des débats effectivement au moment, est-ce que ça se substitue à des plateformes SaaS? Je pense qu'il faut quand même, bien sûr, conserver les core solutions, certaines point solutions très spécialisées qui ont du sens comme des outils de planning, mais imaginer en surcouche ces orchestrations, ça devient beaucoup plus facile et accessible avec cet IA pour l'IA. Alors, comment pouvons-nous nous adapter? Et comment nos supply chains vont s'adapter à ces 3 disruptions que l'on vient de voir? Et surtout, quels vont être les impacts sur nos organisations et nos métiers? Le premier impact, il est au niveau du process. En fait, on va avoir 3 impacts, au niveau du process, au niveau des métiers, au niveau des outils qu'on utilise. Donc le premier impact au niveau des process, les process de supply chain, on peut se permettre d'imaginer de les réinventer complètement. Prenez le sacro-saint cycle de planning sur plusieurs horizons, le SNOP, le SNOI, le MPS, le MRP. En fait, aujourd'hui, on le fait parce que c'est le moyen de cadencer notre planning, de donner une visibilité claire à toute la chaîne sur ce qu'on va faire. Mais ça a plusieurs contraintes, finalement, de vivre avec ces cycles longs de planning. La première contrainte, c'est le temps infini qu'on passe à trianguler cette information entre plusieurs services qui se parlent moyennement entre eux, de manière à agréer ensemble un planning. Tout ce temps qui est évidemment nécessaire pour aboutir à la même vision du planning, tout ce temps, aujourd'hui, avec le gain de l'agentic AI, peut être raccourci d'une manière considérable. Et donc, la deuxième contrainte qu'on voit avec ces cycles, c'est que on s'est forcé à raisonner en horizon de temps, l'horizon stratégique, tactique, opérationnel. Finalement, étant donné que maintenant, on arrive à raisonner en continu, qu'on arrive à contextualiser en direct, qu'on arrive à pouvoir, en quelques secondes, évaluer plusieurs scénarios, pourquoi on ne bougerait pas le planning en direct? Pourquoi, grâce aux agents, on n'arriverait pas à replanifier en direct sans attendre que les cycles évoluent? Et donc, finalement, une supply chain performante, un planning performant, ce serait plus tellement est-ce que j'ai bien suivi le planning dans les temps, est-ce que j'ai fait comme ce qui était demandé, est-ce que j'ai respecté la cadence? C'est plus tellement ça. Ce sera est-ce que j'ai rapidement réagi et est-ce que j'ai adapté mon système industriel et ma capacité en temps réel? Donc la mesure de la performance devient complètement différente. Parce que maintenant, au lieu d'avoir on peut très bien imaginer un cycle de planning qui soit non pas SNOP, etc., mais qui soit plutôt je perçois, je contextualise, j'assesse tous mes scénarios, je simule, je décide et j'agis. Finalement, la révolution qui est apportée au process, c'est qu'on a un process qui devient apprenant. Avant, on était obligé, quand on avait un problème, on se disait, bon, quand est-ce que j'ai eu le même problème par le passé? Ah oui, ok, et j'avais fait ça par le passé et ça avait marché. Et donc là, je vais essayer de refaire ça. Bon, guess what? Le contexte étant différent, la même recette, elle ne marche pas. Demain, on va pouvoir complètement, en contexte, prendre la bonne décision au bon moment. Donc le process de planning pourrait changer. Et effectivement, qui dit changement de process, dit aussi l'évolution des rôles et des responsabilités au sein de la fonction planning. Donc là, on a pris l'exemple du planeur qui demain, alors ne disparaît pas, mais va en fait se transformer. Je pense que quelques années, j'ai fait des vies ma vie de planeurs qui triangulaient 5 fichiers Excel pour faire des petits calculs, faire un premier meeting SNOP, repartir en arrière, refaire ses calculs, passer un temps infini à cruncher de la data. Là, on s'imagine que tout ça, demain, est assisté par des solutions et, si on imagine de l'agentic AI en plus,
complètement automatisé. Et il raisonne du coup uniquement par exception. Donc il doit développer des compétences d'être capable de comprendre comment à gérer le système, faire les arbitrations sur des gros changements, etc. Et surtout améliorer en continu le système. Et c'est là où on voit d'autres rôles émerger. Et ce concept de système builder en fait vient d'Amazon, qui eux ont créé tout leur legacy système in-house, et ils ont vraiment automatisé toute la chaîne des systèmes. Et le planeur a ce rôle, et ils ont ces systèmes builders qui, en continu, va updater les systèmes ou l'algorithme pour prendre en compte justement des exceptions qui seraient passées à travers. Et donc c'est là où on va changer un petit peu le paradigme, où on va avoir effectivement ces nouveaux rôles qui vont plutôt développer, avec l'IA composable dont on a vu, des petits applicatifs et des manières d'améliorer très rapidement les solutions. Et puis, dernière rupture sur l'operating model. Donc, troisième impact, effectivement, notre système d'information, pour prendre des vieux mots, notre workbench, va complètement changer pour la supply chain. Alors, on va toujours avoir son digital core en socle. Donc, le socle de nos bons vieux ERP va toujours être là pour piloter la supply chain. Mais en haut, on va avoir ces fameux workblocks AI réutilisables d'un use case à l'autre, assemblables à l'infini selon les cases voulus par le moment, le métier donné. Ils vont pouvoir être modelés beaucoup plus finement en local, sans forcément avoir un même corps modèle pour tout le monde, pour toute l'entreprise. Et au milieu, ceux qui réellement resteront performants, ceux qui réellement tireront parti des futures architectures, c'est ceux qui auront pris le plus de soin à faire la couche du milieu, qui est finalement le knowledge graph, qui est finalement l'ontologie de données, qui est là où l'intelligence des entreprises va résider. Réside déjà pour ceux qui ont déjà commencé à mettre en place des architectures database dans leurs entreprises. C'est réellement là qu'on fait la correspondance entre tous les objets de l'entreprise, qu'on lie le produit avec les pièces, avec le design, avec les clients, les fournisseurs. C'est là que l'intelligence se passe. Et à partir du moment où on a fait ça, on peut s'appuyer sur un core, sur un digital core qui est hyper clean et hyper standard, qui ne bouge pas du coup. Et on peut mettre toute sa custo et tous ces use case métiers un petit peu exotiques dans les composable workblocks en haut. Avant ça, évidemment, le gros impact que tout ça que l'IA va amener dans les supply chains, c'est aussi cette nécessité de mettre des garde-fous. C'est ce qu'on appelle le responsible AI. Parce que là, finalement, on va donner quand même beaucoup d'autonomie au système. Et pour que ça marche, il faut mettre le système dans des barrières, il faut lui donner des limites, comme un enfant en fait. Il devient autonome, mais enfin on lui donne des limites. Et ben le système autonome de la supply chain, il va falloir lui donner des limites. Il va falloir lui dire, par exemple, tu traces tout. Il va falloir que de toute façon, on sache tout à tout moment. Il va falloir aussi lui dire, sache qu'on peut récupérer le contrôle à tout moment par un humain, si jamais ça dévie. C'est ce qu'on appelle la liberté encadrée, on va dire. Voilà comment on voit le système supply chain autonome de demain. Et du coup, pour conclure et pour laisser la place aux questions, c'est comment y aller, comment se lancer. Et donc, le dernier message, c'est vraiment de partir des décisions ou du process, et pas de l'use case. C'est pas l'idée de prendre vos process actuels et de me dire où est-ce que je peux saupoudrer de l'IA. Ça va pas marcher, on va rester dans un modèle classique, on va avoir plein de POC et on va avoir du mal à les mettre à l'échelle. Il faut raisonner par les grandes décisions aujourd'hui que vous prenez dans la supply chain et vous avez du mal à craquer. Je prends un exemple d'un client, Danone, qui a d'énormes problèmes de rotation de certains SKU, avec une obsolescence énorme de ses SKU, de certains de ses inventaires. Et ben, par rapport à ça, si on l'adresse par la décision, vous allez voir qu'on va aller au-delà du pur sujet d'inventaire, mais aller essaimer aussi sur d'autres fonctions connexes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et qui crée cette obsolescence. Et développer du coup ce système agentique qui va au-delà du use case inventaire, du use case demand planning,
qu'aujourd'hui, on raisonne un petit peu comme ça par rapport à nos applicatifs. Donc, il faut changer un petit peu le paradigme et partir de la décision ou du process réinventé par l'IA. C'est un peu la fin C'est un peu la l'Aziz conclusion. to be. Voilà, c'est un peu la fin de l'Aziz to be, comme on avait l'habitude de le faire chez Accenture. On ne fait même plus d'Aziz. On part réellement à se dire quelles sont vos grandes décisions et comment on les réinvente. Est-ce que vous avez des questions, des idées de premier process Oui. Bonjour tout le monde. J'aimerais bien poser une petite question. Avec cette technologie, on peut contrôler la production et le stock en même temps. C'est ça? Oui. Donc il n'y a pas de perte de la production, tout en contrôlant la consommation. C'est une... En fait, ça permet d'anticiper et d'optimiser de bout en bout de la supply chain jusqu'à la production. Okay. Et de lier les deux mondes, de lier ces silos qui aujourd'hui fonctionnent souvent trop en silo. Ok, merci. Est-ce que vous pensez qu'on rêve ou est-ce qu'on y est là, en fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? Après, je crois qu'on n'a plus qu'une minute. Oui, alors moi je pense qu'on y est déjà et moi je suis dans les achats. Il y a déjà des fonctions achats qui achètent au fur et à mesure que les commandes tombent. Donc c'est déjà vrai. Enfin, je veux dire, il y a même des ERP. Enfin, vous avez dit que les systèmes n'étaient pas efficients. L'IA aide beaucoup et voilà. Mais en réalité, on a aussi déjà des ERP ou du SaaS qui sont très avancés et qui donnent des visions qui permettent à une supply chain d'être très évolutive dans ses décisions au quotidien. Donc, en fait, je trouve que votre présentation permet d'aller encore plus loin. Ça, je suis d'accord. En revanche, je ne dirais pas qu'on est aussi figé que vous l'avez. Je pense qu'on est on est déjà assez évolutif parce qu'on a déjà des technologies avancées. Mais l'IA permet de gagner en coût, en efficacité et surtout, je pense, en charge mentale, parce que en réalité, pour être très agile dans la supply chain, ça sous-entend une complexité de réactivité très forte, parce qu'ils sont entre les commandes et les achats, enfin entre les clients et les achats. Et ça va descendre la complexité parce que ça va permettre de gérer une masse d'informations via pas dans nos têtes, mais via... Et donc, en fait, ça va diminuer le taux d'erreur et s'assurer que l'ensemble des informations sont plus précisément toutes prises en compte. C'est ça. C'est hyper intéressant parce que du coup, ça montre la différence peut-être d'impact qu'on voit dans les différentes industries. Je pense que toutes les industries ne pourraient pas dire « Aujourd'hui, mon système ERP me permet d'être parfaitement adaptable aux situations ». Donc voilà, et c'est normal, c'est complètement normal. Mais c'est vrai que les différentes options qu'on voit vont amener des solutions à l'ensemble des industries. Et peut-être les ramener toutes à pouvoir avoir une supply chain résiliente. Merci pour ce challenge.